radio et digital. Good Morning Business. Le secteur du luxe confirme sa bonne santé. 23% de hausse pour les résultats semestriels de LVMH, 34% de progression pour les bénéfices de Kering. Les deux groupes ont largement compensé la faiblesse du marché chinois qui a été impacté au premier semestre par des mesures de confinement. On va parler du luxe avec Joël de Montgolfier, vice-président du pôle études grande consommation, distribution et luxe chez Bain & Compagnie. Bonjour, merci d'être avec nous. On a l'impression que le secteur du luxe réussit toujours à passer entre les gouttes, quelle que soit la conjoncture. Alors, la performance est assez impressionnante. On était, pour mémoire, on était quand même sur une année 2020 qui avait éradiqué pratiquement un quart de la valeur du marché du luxe. Et en 2021, comme si de rien n'était, le luxe a fait son retour en force. 30% de croissance sur la dernière clôture des résultats que nous avons effectués. Et puis un démarrage en flèche au premier trimestre 2022. Quelques incertitudes sur le deuxième trimestre, mais qui apparemment n'ont pas affecté les acteurs en présence. Donc on continue effectivement, tous les cylindres du moteur semblent fonctionner à pleine puissance. Alors évidemment, c'est un secteur qui est très dépendant de la santé de l'économie chinoise. La banque américaine Jefferies a fait ses calculs. Elle estime que la Chine va continuer de représenter entre 55 et 60% du marché mondial du luxe en rythme de croisière. Je crois que vous avez une prévision plus basse, hein. Elle est inférieure à 30% pour l'horizon 2025. Alors, la prévision qu'on a faite, c'est de dire, vous avez la taille du marché chinois en tant que tel, et puis après, vous avez la taille des dépenses qui sont faites par des clients chinois, notamment, on l'espère, à un moment quand ils vont recommencer à voyager. Et donc, nous, à l'horizon 2025, on a fait une prévision de un peu plus de 45% pour la proportion des achats réalisés par les Chinois dans le monde. Donc, effectivement, c'est un peu plus modéré que la prévision de Jefferies. Je pense que ce qui est intéressant d'analyser dans le marché actuel, c'est de voir qu'on a quand même eu un ralentissement très marqué du marché chinois au deuxième trimestre, puisqu'il y a eu des refermetures, des reconfinements, notamment dans les plus gros centres de consommation. Et pour autant, vous voyez que les acteurs performent très bien, ce qui veut dire que le luxe s'appuie aujourd'hui sur d'autres moteurs. En particulier, ce qui nous semble très intéressant, c'est le redémarrage depuis 2020-2021 du marché américain, qui est quand même le plus gros marché du monde, et puis la très très bonne santé du marché européen. Je pense que pour les gens qui habitent Paris, ils auront constaté le retour des touristes internationaux, et ça effectivement, ce sont des touristes qui viennent dans les boutiques et qui effectuent des achats. Et donc pour l'instant, on a deux moteurs de rattrapage entre guillemets. Le moteur européen est quand même beaucoup plus petit que le moteur américain, mais pour l'instant, on est sur une situation qui est stabilisée par rapport à un historique où effectivement on ne pouvait que s'appuyer sur le marché chinois. Quel est le poids de la Russie sur le marché mondial du luxe ? Alors, le poids de la Russie, il faut distinguer le poids du marché russe et puis encore une fois, la part des achats qui sont faits par des clients russes quand ils voyagent dans le monde. Les estimations que nous avons faites, c'est que l'arrêt, entre guillemets, du marché russe, puisque toutes les boutiques ont été fermées là-bas, et puis la moindre capacité des consommateurs russes à se déplacer dans le monde, ça représentait à peu près 3% des achats. Donc c'est une part qui est pas négligeable, mais qui est quand même assez modérée. Et si vous voulez, un point de croissance sur le marché américain a tout à fait la capacité en fait de compenser cette perte du marché russe sur l'ensemble du marché du luxe. On entend souvent que les groupes de luxe ont un pricing power pratiquement illimité, que la clientèle qui est capable de dépenser plusieurs milliers d'euros dans des articles de maroquinerie par exemple ne sera pas freinée par des hausses de tarifs. C'est un énorme avantage dans le contexte actuel. Alors, c'est vrai pour une très large partie. Et puis après, vous avez des catégories qui sont quand même des catégories davantage d'entrée dans le marché du luxe. Donc nous, dans notre estimation du marché du luxe, on inclut le marché de la beauté, le marché de la parfumerie, vous avez le marché des vins et spiritueux dans lesquels vous avez des produits d'entrée, etc. Donc il faut bien nuancer en fait la différence entre des clients qui sont effectivement ultra riches ou très aisés et qui ne souffriront pas forcément
par exemple d'une hausse de l'inflation, et puis des catégories ou des segments de clientèle qui sont avec des moyens plus modérés, qui cherchent à se faire plaisir à intervalles réguliers et qui peut-être arriveront à modérer leurs dépenses si jamais leur portefeuille est un peu trop affecté. Et ça, je pense que c'est particulièrement vrai pour le marché américain, où on a vu un redémarrage de la croissance qui était porté par une partie beaucoup plus élargie de la population que historiquement, et dont on ne sait pas encore si elle est déjà ancrée dans une consommation de luxe bien robuste, ou si éventuellement ça constituera un volant de sécurité s'ils ont besoin de faire des économies. Comment est-ce que les marques de luxe abordent la transition écologique? On sait que c'est très important pour les investisseurs qui regardent de plus en plus les données extra-financières des entreprises. Est-ce que c'est important aussi pour la clientèle dans le secteur du luxe? Alors, c'est important en fait pour un ensemble de parties prenantes dans le marché du luxe. Vous avez au premier titre effectivement les clients. Pour l'instant, on n'a pas encore de démonstration avérée que les clients changent quand ils considèrent qu'une marque ne remplit pas ses objectifs de développement durable, d'équité, d'intégrité, etc. Mais avec les nouvelles générations, c'est quelque chose qui pourrait entrer dans le mode d'achat, mais au-delà de ça, vous avez les employés pour lesquels ça compte, et puis vous avez évidemment les investisseurs, et je pense que les investisseurs sont de plus en plus discernants sur cette capacité des entreprises, et notamment des entreprises de luxe, à entraîner les gens vers une consommation responsable, à faire un usage éthique et modéré des différentes matières premières qu'ils peuvent utiliser, et à rester dans des problématiques d'équité, d'insertion sociale, en tout cas à destination de leurs employés. Donc les entreprises sont vraiment scrutées. Vous voyez que depuis 2-3 ans, il y a beaucoup plus d'entreprises en fait qui ont commencé à publier leurs engagements climatiques. Il y en avait certains qui étaient qui en sont même à publier des comptes de résultats détaillés sur leur engagement de développement durable. Donc ça arrive, ça va s'ancrer et ça va perdurer. Merci beaucoup Joël de Montgolfier, vice-président du pôle études grande consommation, distribution et luxe chez Bain & Company. On rappelle aussi la valorisation de ces groupes en bourse. Les ratios de valorisation se sont un petit peu dégonflés. L'action LVMH se paie quasiment 23 fois les prévisions de bénéfices. Quant à Kering, on est un petit peu au-dessus de 16 fois les perspectives de résultats pour la valorisation du cours de bourse.